Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio, à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Le Maroc est un pays de jeunes et les politiques n'ont de cesse de nous parler de l'aubaine démographique qu'il faut saisir. Mais à y regarder de plus près, d'aubaine pour les jeunes, il n'y en a pas tant que cela. Dans sa note d'information à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le HCP revenait mi-août sur les conditions de vie de ces jeunes, notamment sur leur rapport à l'emploi et à l'éducation. Les chiffres partagés par le Haut Commissariat au Plan nous apprennent qu'au cours des 5 dernières années, la baisse du taux d'activité s'est davantage creusée parmi les jeunes comparativement au reste de la population. Au Maroc, l'emploi des jeunes est une véritable plaie, surtout pour les jeunes diplômés en milieu urbain. 47% d'entre eux sont au chômage. Pourtant, de nombreuses politiques et stratégies ont été mises en place depuis au moins 2 décennies, mais leurs effets tardent manifestement à voir le jour. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre un peu mieux les obstacles qui freinent justement l'employabilité de nos jeunes. Et avec moi, Hamid Belfadel, le chef d'entreprise. Vous êtes d'accord justement avec cette vision qu'apporte en tout cas dans le débat le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle? Les résultats vont suivre. On a mis en place plusieurs programmes et donc il faut attendre. En gros, c'est un petit peu ça, si j'ai bien compris, le sens du message d'Asma Jtitou. Je pense qu'effectivement, il y a des dispositifs qui sont mis en place et qui ont impacté la vie de centaines de milliers de jeunes. Il ne faut pas, je pense, faire du déni d'une certaine... C'est-à-dire que sans ces dispositifs, on aurait été dans une situation beaucoup plus dramatique, beaucoup plus catastrophique. Je donne comme exemple, parce que je l'ai vécu de très près à l'époque, j'étais directeur général du Centre régional d'investissement de Casablanca. Oui. Quand on a mis en place l'offshoring, la Casa Nearshore, j'ai suivi ce projet à sa naissance, vraiment. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'y vais, j'ai la chair de poule parce que quand je vois ces dizaines de milliers de jeunes qui y travaillent, ça veut dire que les politiques publiques peuvent donner des résultats en termes de création d'emplois de façon extrêmement intensive. Maintenant, en fait, je pense ce qu'on peut regretter, c'est que les politiques, les instruments mis en place ne correspondent pas à la taille de l'enjeu, ne correspondent pas à la dimension de l'enjeu. Moi, je pense qu'il y a si vous me le permettez, je pense qu'il y a 2 volets sur lesquels on pourrait s'appuyer, justement pour pouvoir changer un peu de paradigme par rapport aux mécanismes, par rapport aux instruments qui sont mis en place. Le premier mécanisme, ou le premier changement de paradigme, que je n'invente pas, qui est écrit dans la loi, sur la régionalisation. Les régions ont une compétence propre sur l'emploi. C'est une compétence propre des régions. C'est-à-dire que dans un schéma idéal, si on met en œuvre ce dispositif qui émane de la Constitution du Maroc, on ne devrait pas avoir à terme un ministère de l'Emploi au niveau du gouvernement. C'est une prérogative des régions. Concrètement, on serait en droit d'attendre quoi de ces régions? Alors, si on se réfère à ces dispositions constitutionnelles. J'y arrive. Les régions, d'abord, ils vont connaître mieux la réalité. Ils vont pouvoir imaginer des dispositifs spécifiques à leur territoire, qui sont beaucoup plus adaptés à le monde rural s'ils ont une population rurale, qui sont plus adaptés à des jeunes non diplômés s'ils ont des jeunes non diplômés, qui sont adaptés aux femmes si la problématique est une problématique de genre. Ils vont avoir beaucoup plus de flexibilité. Au niveau des mécanismes publics qu'on met en place au niveau national, c'est des enjeux nationaux. C'est quand il y a eu des chômeurs diplômés devant le Parlement qu'on a mis en place des dispositifs pour répondre à cette attente. C'est pas une attente qui est obligatoirement, je dirais, qu'on va retrouver dans la même dimension, au même niveau dans toutes les régions du Maroc. Et je pense que ça, c'est un premier élément, c'est l'adaptation, de s'adapter à la réalité du terrain. Le deuxième élément, c'est que quand on met en place une politique publique, on est tenté d'activer la politique publique exclusivement par l'instrument public. Alors qu'en fait, et c'est là où on se trompe, je pense qu'il faut à un moment donné se dire, ma politique publique, c'est d'atteindre tel emploi, je cherche les instruments auprès d'opérateurs. Au niveau je pense, on avait proposé cette idée à un moment donné, et bien sûr, nous avons eu un veto extrêmement fort, c'est de dire aujourd'hui, mettons en place au niveau des régions, par exemple sur la région Casablanca-Stade, c'était à ce niveau-là qu'on l'avait posé, pourquoi ne pas faire de l'intermédiation au niveau de l'emploi par d'autres acteurs, pas uniquement l'ANAPEC, pas uniquement un acteur public. Et donc, du coup, cet acteur, je dirais, qui va être rémunéré sur les résultats,
Ça veut dire que déjà on se pose la question sur l'acteur public, comment le rémunérer sur le résultat et non pas le rémunérer sur des moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand on met en place une structure publique, on la rémunère uniquement en termes de moyens. On ne la rémunère pas par des résultats. Par contre, si on fait appel à d'autres types d'acteurs, on peut les rémunérer sur les résultats. Et donc, du coup, on améliore l'efficience, on améliore l'efficacité et on réduit la dépense publique. Ça, c'est le premier élément. Et les régions peuvent éventuellement imaginer. Ça n'exclut pas l'acteur public qui est l'ANAPEC aujourd'hui. Mais on pourrait imaginer, d'ailleurs, dans une logique de régionalisation, qu'on ait des instruments, des ANAPEC filialisés dans des régions, que ça ne soit pas un instrument national qui s'impose à toutes les régions. Je pense que ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce sont les ONG. Au niveau du nouveau modèle de développement, sur le rapport du nouveau modèle de développement, il est écrit noir sur blanc que les pouvoirs publics devraient imaginer des modèles où ils peuvent concéder, entre guillemets, l'exécution de politiques publiques à des ONG. Parce qu'aujourd'hui, on a expérimenté la concession à des opérateurs privés, on a expérimenté l'exécution par des acteurs publics, par des instruments publics, par des agences, par des administrations. Il y a peut-être un chemin intermédiaire, ce sont les ONG, qui ont l'agilité du privé sans avoir la lourdeur de l'administration et donc sans avoir aussi les coûts et l'exigence du privé de financer aussi les capitaux que va mettre un privé. Et je pense que les régions aujourd'hui et les pouvoirs publics au niveau national peuvent imaginer des collaborations avec des ONG pour pouvoir développer, encore une fois, sur des politiques de rémunération par le résultat. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est ce qui a manqué aux précédentes politiques publiques ? Ce qui manque aux précédentes politiques publiques, c'est la notion, on va dire, de... c'est uniforme. Voilà. Il n'y a pas de flexibilité. C'est une seule façon de réfléchir au niveau de l'ensemble du territoire et on n'expérimente pas de nouvelles approches au niveau territorial et au niveau aussi de la contractualisation avec les acteurs qui pourraient déployer. Et d'ailleurs, je donne des exemples très concrets. Quand on a testé cela, quand on est sorti du schéma et on a dit, OK, l'industrie aéronautique a besoin de compétences spécifiques, on est sorti du schéma traditionnel, on a créé quelque chose et qui marche super bien. On a fait la même chose avec le textile, il fut longtemps. Et on a créé les IT, et ça marche super bien. Dans l'industrie automobile, on a fait la même chose, et ça marche. Je pense qu'il faut parfois imaginer qu'on puisse avoir une politique publique. La politique publique, ce n'est pas les instruments. La politique publique, on n'a pas délégué aux régions par rapport à les IT, par rapport ça n'a pas été délégué aux régions. À l'automobile et à l'aéronautique. Votre point, c'était la régionalisation. Non, les deux. Ouais. Les régions et les ONG. D'accord. Parce que les IT, l'aéronautique, et l'automobile, il y avait des associations professionnelles qui ont été impliquées et qui gèrent aujourd'hui les structures de formation. Qui les gèrent, je pèse mes mots, qui gèrent ces structures de formation. Les régions, malheureusement, ça n'a pas été déployé. Les régions, la loi dit que l'emploi est une prérogative propre de la région. Normalement, moi, si je suis ministre des Finances, je dirais, écoutez, le ministère écoutez, désolé, le budget ne devrait aller aux régions. Il faut aussi avoir ce courage d'aller très loin, d'aller au bout de nos idées. Parce que quand on a mis en place la régionalisation avancée, c'était ça l'idée. C'est que justement on puisse imaginer une flexibilité, une adaptation, quelque chose qui s'adapte au territoire. Et la maturité, avant de passer la parole aux autres intervenants, la maturité aujourd'hui de l'expérience de la régionalisation permet de déléguer justement cette fonction ? Attendez, la maturité... La Constitution le permet, on est bien d'accord. Comment va venir la maturité ? Venir la maturité en les laissant dans cet état-là ? La maturité, ça va justement dans l'expérimentation d'approche. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut il faut ouvrir des perspectives avec des niveaux de dégradation. Il faut le faire d'une façon progressive. Mais si vous n'ouvrez même pas la porte, il n'y aurait jamais de la maturation. On n'y arrivera jamais. Très bien, le point est clair. Bertrand Golindo de